Initialement prévu le 25 février, le pays était dans l'attente d'une nouvelle date. À l'issue d'un dialogue national, un certain consensus avait été trouvé autour de la date du 2 juin. Mais ce mardi, le Conseil constitutionnel a déclaré, je cite, que la fixation de la date du scrutin au-delà de la durée du mandat du président de la République en exercice est contraire à la Constitution. Une décision prise en compte par la présidence qui a donc annoncé ce mercredi la date du premier tour pour le 24 mars, annonce contredite quelques minutes plus tard par le Conseil constitutionnel qui l'a fixé au 31 du même mois. Après plusieurs heures de confusion, l'instance s'est finalement alignée ce jeudi sur la position de la présidence. Pour décrypter la situation, nous recevons sur ce plateau Patrick Mboyo, docteur en droit public et chercheur à l'université Paris-Saclay. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'information est tombée ce jeudi. Le Conseil constitutionnel valide la date arrêtée par la présidence pour la tenue du scrutin présidentiel. Pourquoi l'instance s'est-elle finalement alignée sur la position des autorités? Il s'agit simplement de respecter la Constitution par l'organe chargé d'être garant du respect de la Constitution lui-même. J'explique par là le fait que la compétence de principe pour convoquer le corps électoral revient au président de la République qui l'a fait par décret. Tout ceci a commencé, rappelez-vous, par la modification du décret initial qui convoquait les corps électoraux par le président Macky Sall lui-même. Ce décret a été attaqué au niveau du Conseil constitutionnel et le Conseil constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution. Et il est tombé. Donc, le Conseil constitutionnel, en tant qu'organe régulateur des institutions et dans son pouvoir, dans sa pleine juridiction en matière électorale, s'est rendu compte que depuis le 15 février 2024, les autorités, en l'occurrence le président de la République, n'a pas respecté le fait que le Conseil constitutionnel lui a demandé de convoquer le corps électoral d'organiser des élections dans un délai raisonnable, c'est-à-dire avant le 2 avril. Le président de la République ne l'ayant pas fait, le Conseil constitutionnel a dû maintenant prendre une décision palliative. Donc c'est une compétence palliative qui vient en substitution aux compétences du président de la République. Mais ça ne veut pas dire qu'on retire le président de la compétence. À partir du moment où le président de la République prend un décret qui est arrivé au moment où le Conseil constitutionnel était en train de rédiger la décision de délibérer qui avait déjà été pris en amont. Donc c'est une affaire de temporalité en réalité. Si le Conseil constitutionnel avait été informé avant, c'est-à-dire un jour avant la date, il aurait accepté, il serait aligné à la date prise par le président. Donc il n'y a pas vraiment de changement de position. Le Conseil constitutionnel s'est simplement dessaisi d'une compétence palliative et a laissé au chef de l'État sénégalais sa compétence de principe. Donc avec cette nouvelle date, le Sénégal semble se diriger vers une sortie de crise. Cette date peut-elle encore changer ? A priori non, puisque le Conseil constitutionnel est resté constant. Il a même rappelé une jurisprudence de 1993 en disant que ce n'est pas parce que la loi est silencieuse ou parce que la Constitution ne prévoit pas le cas de figure actuel où le président de la République n'a pas convoqué les corps électoraux et où les élections risquent de ne pas se tenir avant la fin de son mandat que le Conseil constitutionnel ne peut pas se prononcer. À partir de ce moment-là, le Conseil constitutionnel rentre dans sa logique puisque il ne s'agit pas d'un organe constituant, c'est un organe juridictionnel spécialisé à assurer le respect de la Constitution, des lois et des traités, ainsi que des règlements à la norme constitutionnelle. Donc le Conseil constitutionnel se place en dessous de ce que prévoit la Constitution et je ne vois pas qu'elle puisse aller au-delà de ce qui a été dit jusqu'à présent. Alors l'autre information importante de la décision rendue par le Conseil constitutionnel, c'est qu'il n'y aura pas de révision de la liste des candidats, liste définitive donc de 19 candidats. Est-ce que c'est une surprise ou bien est-ce que finalement c'est conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel? C'est conforme encore une fois à la jurisprudence du Conseil constitutionnel puisque déjà en amont, le Conseil constitutionnel du Sénégal avait validé ces 19 candidats. Donc le Conseil constitutionnel rappelle simplement que la liste des candidats ne pourra pas changer puisqu'elle a déjà été validée en amont. Mais cette fois-ci, il y a une décision en bonne et due forme qui consacre cette liste. À partir du moment où la liste des candidats est validée, la date de l'élection est fixée par compétence de principe du président de la République qui
respecte ce que le Conseil constitutionnel a dit depuis le 15 février, dans un délai raisonnable, c'est-à-dire qui ne vient pas après le 2 avril, on a le cadre juridique qui est bien posé, de sorte que la fin du mandat du président de la République Macky Sall reste dans le respect des normes constitutionnelles. Après, on pourra peut-être, si vous permettez, voir la question de sa présence au pouvoir après le 2 avril. Là, je vais plus loin. Je ne vais pas poser la question, mais je vais plus loin pour compléter le raisonnement du Conseil constitutionnel. C'est que le président Macky Sall, à partir du moment où le vote a lieu le 24 mars, nous ne sommes plus dans la configuration où son mandat est terminé. Donc, il passe maintenant de la fin de son mandat classique à l'application de la disposition constitutionnelle qui dit que le président reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur. C'est-à-dire la succession à la présidence de la République du Sénégal démarre dès le jour où le scrutin a lieu. Il ne restera plus qu'à avoir les modalités matérielles pour pouvoir proclamer le successeur, soit au premier tour, c'est-à-dire à quelques jours après le scrutin du 24 mars, soit au second tour, mais le président Macky Sall, dans ces cas, restera au pouvoir si les choses se passent telles que le Conseil constitutionnel les a prévues. Et en tant que docteur en droit, comment est-ce que vous avez perçu le rôle du Conseil constitutionnel depuis le début de ce feuilleton politico-juridique? C'est très instructif. Je ne cesse de le dire partout. C'est très instructif. Ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui, c'est une leçon du droit qui montre que nous avons affaire à une société où le droit prime sur la volonté politique. Nous avons déjà vu cela notamment dans un pays comme le Kenya où la Cour constitutionnelle avait dû annuler une élection présidentielle et on a dû recommencer. Cela montre qu'il y a des contre-exemples. Ça va un petit peu à porte-à-faux par rapport aux contre-exemples qu'on a vus notamment en République démocratique du Congo où le mandat du président Joseph Kabila est allé plusieurs années après la fin de son mandat, alors que le Conseil constitutionnel était resté amorphe et ne disait pas un mot sur ça. Et même ce qui s'est passé au Tchad, le président de l'Assemblée nationale aurait dû prendre les fonctions, même s'il avait refusé de prendre lui-même en tant qu'individu la fonction présidentielle, l'Assemblée nationale était obligée dans ces moments-là de désigner un autre président qui aurait dû prendre la place du président actuel. Malheureusement, par coup d'État, coup de force, ça s'est passé comme ça. Ce qui se passe, les choses sont passées telles qu'on connaît aujourd'hui au Tchad. Ce qui se passe au Sénégal, c'est une leçon de l'état de droit afin de savoir que la Constitution, norme suprême, doit toujours rester au-dessus de la volonté politique et non le contraire, comme on a vu dans ces deux pays que je viens de citer, la RDC et le Tchad. Parlons à présent du projet d'amnistie qui a été adopté ce mercredi par l'Assemblée nationale avec 94 voix pour. Un texte vivement décrié par l'opposition et certaines ONG puisqu'il favoriserait une certaine impunité. Est-ce que ce projet ne poserait-il pas problème pour le Sénégal par rapport à ses engagements internationaux ? Ça risque de poser problème, mais il faut savoir qu'il y a deux éléments à prendre en compte sur ce point. Les engagements internationaux du Sénégal en matière de respect des droits de l'homme, notamment par rapport à la ratification de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais aussi la souveraineté de l'État sénégalais, parce que ce serait l'expression, ou c'est manifestement l'expression de la volonté populaire qui a été mise en œuvre par l'Assemblée nationale. Et il semble que cette loi a déjà été adoptée par l'Assemblée nationale. Et si c'est adopté par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire c'est passé dans le respect des règles de droit, ce sera encore une fois au Conseil constitutionnel de dire ce qu'il en est. Mais je vois mal comment le Conseil constitutionnel pourrait refuser cela, puisque rien dans la Constitution n'interdit à l'Assemblée nationale de voter une loi d'amnistie. La loi d'amnistie, ça veut dire simplement que les crimes passés sont oublié, personne sur le plan juridique ne peut revenir dessus. Mais le principe de parallélisme des formes et des compétences nous enseigne aussi que si c'est par une loi d'amnistie que ces crimes vont être effacés, c'est aussi par une loi abrogeant la loi d'amnistie précédente que ces crimes peuvent revenir à la surface. Donc ça veut dire que ceux qui ont commis ces crimes ne sont pas à l'abri en réalité des poursuites judiciaires à partir du moment où la nouvelle Assemblée pourrait venir par la volonté populaire changer ce que l'Assemblée actuelle a mis en œuvre. Merci beaucoup Patrick Boyot d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes docteur en droit public et chercheur à l'Université Paris-Saclay.